pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le monde, eh bien, en Ukraine, c'est toujours la même chose. Les Russes grignotent, 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 jusqu'au moment où peut-être le front lâchera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au Moyen-Orient et en particulier à Gaza, les bombardements redoublent, malgré, euh, malgré que M. Wilkoff ait été à Gaza. Les bombardements ont redoublé. Et moi, je ne pense pas que M. Trump veuille vraiment faire la paix à Gaza, veuille vraiment dire à Netanyahou, stop, arrête là. Je n'en ai pas l'impression. Et je n'ai pas l'impression non plus que la communauté internationale veuille le faire. Parce que oui, la Palestine, la reconnaissance de la Palestine, certes, c'est très bien. Mais ce qu'il faut faire, et ce que j'ai lu d'ailleurs dans Haaretz aujourd'hui, c'est il faut des sanctions envers Israël. Et ces sanctions arrêteraient immédiatement la guerre à Gaza. Je propose aujourd'hui une vidéo avec un comparatif de la ligne de front avec le 3 janvier de cette année, où au 3 janvier, la bataille de Koursk faisait encore rage, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Bataille qui a ensuite été remportée par les Russes. On note également, donc, depuis le 3 janvier 2025, des progressions des Russes sur les fronts de Louhansk à Siversk à Chassif Yar. Il y a 7 mois, le saillant entre Pokrovsk et Konstantinivka n'existait pas. Les Russes ont également avancé de manière significative sur le sud du front de Donetsk, que l'on appelle aujourd'hui le front de Dnipro. Et enfin, vous verrez également une avancée des Russes à l'ouest du front de Zaporizhia. En mai 2023 déjà, le Bureau national anticorruption dévoilait une affaire majeure de corruption en Ukraine, portant sur 2,5 millions d'euros, impliquant le président de la Cour suprême, arrêté et mis en prison. Voilà que le Parlement ukrainien, la Rada, est frappé à son tour. Un député mis en cause, ainsi que des chefs d'administration régionale et municipale et des militaires de la garde nationale. C'est le président Zelensky qui l'annonce, mettant en exergue le travail des agences anticorruption. Il s'en félicite. Malheureusement, il s'agissait de manœuvres impliquant l'acquisition de matériel de guerre électronique et de drones FPV. C'est absolument immoral. Il doit y avoir une responsabilité totale et équitable pour cela. J'ai remercié les responsables des agences anticorruption pour leur travail et pour avoir dénoncé ces crimes. Des profiteurs de la guerre meurtrière avec la Russie épinglés. Le sujet est ultra sensible en Ukraine, comme l'est la corruption dans le pays. La semaine dernière, les députés ukrainiens avaient restauré l'indépendance des agences anticorruption quelques jours après le tollé provoqué par l'abrogation de cette indépendance votée par les députés, plaçant du même coup ces institutions sous tutelle d'un procureur général, lui-même sous l'autorité du président. La pression avait été telle, à l'international également, que Volodymyr Zelensky, initialement partisan de cette loi, avait dû faire machine arrière. Это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран мира. Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции и в способности общества, в готовности и способности бороться с этим явлением. Но а что такое готовность и способность общества бороться с коррупцией? То есть общество само должно быть в состоянии быть готовым, хотеть и быть в состоянии бороться с коррупцией. А это, если общество влияет на такие процессы, это часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция. Особенно те, если делают те, которые сами страдают той же коррупцией. Что нету коррупции в Европе или в Соединенных Штатах, да там она легализована вообще. Значит, там институт лоббизма создан. Что это такое?
значит, ходят деньги, там раздают представителям власти всех уровней. Вот и все. Это тоже коррупция. А здесь ясно, что Украина страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне? Вот Александр Григорьевич сказал, создали вот эти различные бюро. Они же не подчиняются местным властям. Вообще. Ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт. Послушайте, вот я вот только что сказал. Можно ли извне привнести демократию, в том числе институты борьбы с коррупцией? Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? 2025. Побороли коррупцию. Конечно. Ну и что, вот 10 лет существует, и все во всем мире, во все горло покрикивают. Караул, на Украине захлестывает всех коррупция. Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая. Нужно заниматься не этим, не навязывать народу, в данном случае украинскому народу, какие-то внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, самим создавать эти институты. Невозможно, чтобы люди избирали правительство, избирали президента, парламент и не влияли на процессы, которые происходят в обществе. Это унизительное состояние. Alors, quand on regarde la guerre en Ukraine, il y a deux fronts maintenant. Il y a le front, bien sûr, terrestre que l'on trouve. Alors, il y avait un troisième front, c'était le front maritime, mais il est plutôt en sommeil, hein, notamment les attaques ukrainiennes sur la péninsule de Crimée et puis les velléités de gêner la flotte russe. Alors, pourquoi ce front maritime est en sommeil? Je pense que les Ukrainiens manquent tout simplement de vecteurs pour continuer les frappes de harcèlement sur la Crimée, hein, ce qui n'empêche pas les Russes d'utiliser toujours leurs navires pour lancer des missiles de croisière sur l'Ukraine. Donc ce front-là est pour l'instant en sommeil, il est lié tout simplement à l'épuisement des moyens occidentaux qui permettaient aux Ukrainiens de frapper et de mettre en difficulté les Russes, hein, c'est le front sur lequel les Russes ont été le plus en difficulté depuis le début de cette guerre. Alors je vais en revenir sur les deux autres fronts. Il y a le front terrestre, bien sûr, qui court de l'embouchure du Dniepr à la frontière russe dans la région de Soumy, qui correspond à l'oblast de Belgorod en Russie. Alors ce front-là, si on le prend du nord au sud, il n'y a pas vraiment d'avancée opérative, hein. C'est surtout des avancées tactiques de la part des Russes, hein, qui sont en train de conquérir dans la région de Pokrovsk, eh bien cette ville, hein, puisque aux dernières nouvelles, les forces ukrainiennes se seraient retranchées dans l'ouest et le nord de la ville, puisque les Russes auraient pénétré avec des éléments de reconnaissance sur les faubourgs sud de la ville. Ensuite, il y a également la ville de Chassivyar, qui a été maintenant conquise par les Russes. Hein, donc, que peut-on attendre de ces deux grandes batailles qui sont en train de se dérouler et dont une est terminée? Je parle de celle de Chassivyar. C'est qu'on pourrait très probablement assister à un grand élan opératif comme celui qui a eu lieu à l'issue de la bataille d'Avdiivka. Hein. Et il faut se rappeler qu'à l'issue de la bataille d'Avdiivka, en l'espace de 2 à 3 mois, les Russes ont avancé quasiment de 30 km vers l'ouest, et on pourrait tout à fait assister à cette avancée-là sur le plan opératif. À propos des menaces de monsieur Trump sur son réseau Truth Social, un réseau d'ailleurs interdit dans notre pays pour ses délires russophobes, permettez-moi de répondre clairement. Si les mots d'un simple ex-président russe provoquent une telle réaction hystérique chez le si redoutable président des États-Unis, cela signifie une chose. La Russie a raison surtout, et nous continuerons notre chemin sans demander la permission à Washington ou à ses pantins. Quant à ses prophéties sur une économie morte en Russie et en Inde et ce territoire dangereux, M. Trump ferait mieux de réviser ses séries préférées sur les Walking Dead, parce que dans la vraie vie, ce sont les États-Unis qui errent comme des morts vivants, empêtrés dans leur crise, leur dette abyssale et leur déclin moral. Et cette fameuse main morte qu'il évoque, qu'il se rassure, elle n'existe pas en théorie. Mais en pratique, la Russie sait rendre réelles bien des choses que l'Occident croyait impossibles. Alors, à ceux qui nous promettent l'effondrement, regardez mieux vos propres failles, la Russie, elle avance. Et chaque menace ne fait que renforcer notre résolution.
Can you give us an update on Steve Witkoff in Russia and what happens on Friday if the deadline comes and Russia has not agreed to a ceasefire? Well, there'll be sanctions, but they seem to be pretty good at avoiding sanctions. You know, they're wily characters and they're pretty good at avoiding sanctions, so we'll see what happens. But Steve is focused right now on the border in terms of, we're talking about with Gaza, getting people fed. And he may be going, I think next week, Wednesday or Thursday, may be going to Russia. They would like to see him. They've asked that he meet, so we'll see what happens. Mr. President, what advice... L'état des négociations de paix en Ukraine, car c'est très important si l'on veut normaliser la relation entre les États-Unis et la Russie. Et vraiment, normaliser cette relation est, à mon avis, d'une grande importance tant pour les Américains que pour les Russes, s'ils veulent s'adapter correctement à un monde multipolaire. Mais je garde toujours à l'esprit qu'il ne faut pas tant écouter ce que Trump dit que regarder ce qu'il fait. Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer les changements de rhétorique. C'est-à-dire que Trump ne parle plus d'une Ukraine neutre ou de l'expansion de l'OTAN. Il évoque un cessez-le-feu surveillé par des forces de maintien de la paix européennes. Il est aussi devenu, je dirais, plus grossier dans son langage, accompagné de menaces contre la Russie. Bien sûr, il y a maintenant ces nouvelles menaces des 10 jours. On ne sait pas s'il va vraiment aller jusqu'au bout. Mais comment interprétez-vous tout cela? Est-ce un retour aux politiques de Biden? Eh bien, je doute fortement qu'il s'agisse d'un retour aux politiques de Biden, et je ne sais pas vraiment ce que Trump a en tête. C'est extrêmement difficile à interpréter, car cela change constamment. Trump est particulièrement imprudent dans ses déclarations. Mais je pense que la raison en est que ses propos sont généralement destinés à la consommation intérieure. Je pense qu'il vise divers électorats politiques qu'il souhaite peut-être induire en erreur ou tromper, et que la véritable nature des relations en coulisses est tout autre, ce qu'il cherche évidemment à dissimuler. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il s'agit d'une relation extrêmement importante pour les deux parties et qu'elle est également cruciale pour le monde entier. Car, comme cela est largement admis dans les cercles diplomatiques et politiques, la relation bilatérale entre les États-Unis et la Russie est la relation la plus importante pour la paix dans le monde et pour l'avenir de l'humanité. Et je pense que, malgré tous ses défauts, toutes ses erreurs et toutes ses maladresses, Trump en est très conscient. Je soupçonne donc que l'escalade actuelle de sa rhétorique est typique de Trump, et nous l'avons déjà vu lors de son premier mandat à propos de la Corée du Nord. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu une période où il y avait une escalade verbale entre Kim Jong-un en Corée du Et Donald Trump. Et il l'appelait petit homme fusée, et il disait « mes fusées sont plus grosses », des choses vraiment puériles, comme d'habitude. Quelquefois, avec Trump, je me dis que l'état profond permet d'atténuer un certain nombre d'effets qui seraient totalement négatifs. Mais vous voyez, à l'inverse, que typiquement, de nouveau dans la conduite aujourd'hui des États-Unis, vous avez une conduite qui se résume à quelques personnes. Et c'est la même chose qu'on avait vu durant le premier mandat de Donald Trump, c'est-à-dire que la conduite du pays devient finalement autour d'un petit noyau de fidèles et dont il éjecte les gens qui lui plaisent pas, d'ailleurs au fur et à mesure. On avait vu ça durant son premier mandat, on voit ça durant le mandat actuel, où il éjecte tous les gens qui lui plaisent, ce qui fait que le noyau des fidèles qui dirigent le truc, on a une petite junte ou une camarilla qui finalement dirige le pays. Et ça n'est finalement pas totalement négatif, ça n'est pas positif parce que ça enlève l'effet quelquefois positif et probablement dans le cas de Trump ce serait peut-être pas complètement négatif, je dis pas toujours, mais quelquefois pas complètement négatif, d'avoir un peu d'état profond qui atténue les brusques changements de direction. Renforcer l'influence américaine sur l'Europe,
certainement. La question est, pourquoi l'Europe s'est-elle soumise à cela? Était-ce nécessaire? Quelle était la considération primordiale? Je pense qu'il y a une certaine compréhension parmi de nombreux observateurs que la force motrice était la défense. Ils espéraient qu'en restant proche de Trump, en se soumettant à sa volonté, ils pourraient maintenir un dialogue avec lui et le convaincre de faire ce qu'il souhaite, par-dessus tout, c'est-à-dire continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Car de manière arbitraire, ils ont fait de cela une menace existentielle pour eux-mêmes, afin que les dirigeants restent au pouvoir. Autrement dit, ils chantent, dansent et passent de l'histoire des 3 dernières années, selon laquelle la Russie doit être vaincue, à l'histoire actuelle, qui est que nous devons rester unis. Nous avons besoin que les dirigeants actuels restent au pouvoir, car c'est la seule façon de réarmer l'Europe et de nous préparer à une guerre avec la Russie qui pourrait avoir lieu dès 2029. C'est le récit actuel que les dirigeants en place dans 25 des 27 pays de l'UNOMEMRAN présentent à la presse et au grand public, à la fois comme argument de réélection et pour obtenir du soutien. Cela repose sur la même illusion que celle dont ils ont fait preuve dans leur compréhension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis le début. L'illusion ici est qu'ils pensent pouvoir persuader M. Trump de quoi que ce soit. Ils ne le peuvent pas. Et ils écoutent ce qu'il dit, ce qui est une grave erreur. M. Trump n'a que du mépris pour la presse. Il n'a que du mépris pour la plupart des dirigeants européens. Il sait qu'ils sont faibles, qu'ils sont lâches, qu'ils sont conformistes et qu'ils se laisseront intimider. Et c'est essentiellement ce qu'il est lui-même. C'est un tyran. C'est un tyran qui a réussi ce tour de passe-passe. Et il leur dit une chose tout en faisant autre chose. Ce qu'il fait, c'est arrêter les livraisons à l'Ukraine. Ce qu'il fait, et c'est un point que nous pouvons approfondir, c'est probablement aider et encourager l'éviction de Zelensky du pouvoir et son remplacement par quelqu'un capable de négocier un traité de paix avec les Russes. Ils vont donc être amèrement déçus. Ils ont fait un pari. Ils se sont laissés humilier dans le but de poursuivre une guerre avec l'aide américaine, ce qui n'arrivera pas. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать 3 группы, о которых вы упомянули. Alors, parallèlement à ça, on a eu la réponse de Vladimir Poutine qui, avec Medvedev, vous le savez, joue le rôle. Poutine, c'est good cop, Medvedev, c'est bad cop. Poutine, qui lui était donc avec le président Loukachenko, le président biélorusse, a dit assis sur un banc, en chemise, à l'air frais, en train de poser très amicalement avec son homologue biélorusse, a dit, bah voilà. C'est connu, quand on a de grandes attentes auprès de quelqu'un, bah, automatiquement, quand l'autre ne répond pas à ses grandes espérances, ses grandes attentes, bah, ça crée des grandes déceptions. Voilà, mais il dit simplement la situation est telle que bah, alors il n'a pas nommé Trump, mais en gros on a compris que c'est de Trump dont il parlait, c'est-à-dire que Trump effectivement a surinvesti ce qu'il pouvait imposer à Zelensky, et il pensait du coup qu'il allait pouvoir tout régler comme il l'avait dit, alors bon voilà encore une fois de manière bravache en 48 heures, et puis il s'est rendu compte qu'en face, le Zelensky soutenu par la bande des idiots de Macron, Starmer, Merz, bah, il allait pas céder comme ça, voilà, plus une partie de l'État profond américain, notamment la CIA, et donc au final, bah, il n'a pas réussi son coup, et donc les Russes, bah, eux, continuent la guerre telle qu'ils ont prévu de la faire, et en menaçant les Ukrainiens de, bon, bah, vous voulez pas nous donner satisfaction là, alors qu'on vous demande 4 oblasts, la prochaine fois, ce sera 8. Mais nous avons aussi découvert plus tard qu'au même moment, alors que cette guerre de mots se déroulait dans les médias,
Trump avait en réalité envoyé une délégation de ses représentants et des généraux du Pentagone en Chine, et je crois aussi en Corée du Sud, pour préparer une rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Et ensuite, ils ont eu cette rencontre qui s'est très bien passée. Et pendant un moment, il a semblé qu'il allait y avoir la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. There was going to be peace between North and South Koreas. Trump was the first president to set foot in the demilitarized zone. Trump a été le premier président à mettre le pied dans la zone démilitarisée. Et dans l'immédiat après ces rencontres, on a vu les débuts du déminage de la ligne de démarcation entre les deux pays. C'était donc un moment très porteur d'espoir, qui a bien sûr ensuite été déraillé et saboté, comme beaucoup d'autres initiatives politiques de Trump. Sur cette base, je soupçonne que Trump joue désormais le jeu un peu différemment. Il enveloppe sa mission d'une épaisse couche de tromperie, ce qui la rend extrêmement difficile à décrypter. Et vous savez, la tromperie, pour être efficace, doit être convaincante, donc il ne faut pas la dévoiler. Je vois cela comme un policier infiltré. Si vous êtes un policier infiltré dans un cartel de drogue, vous devez être très convaincant, n'est-ce pas? In a drug cartel, you have to be very convincing, right? So everybody has to think that you're part of the cartel. Donc, tout le monde doit penser que vous faites partie du cartel et vous devez avoir l'air du méchant. Je pense que c'est le cas et je pense que nous le découvrirons avec le temps, mais ça va prendre un certain temps. La dernière chose que j'ai vue, et je n'ai même pas eu le temps de la lire, mais j'ai vu, je crois sur X ou ailleurs, que Trump envoyait un nouveau Witkoff à Moscou. Je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas si la rencontre a déjà eu lieu ou non, ou si elle doit encore avoir lieu. Mais je pense que ces communications qui passent par un collaborateur de confiance sont bien plus importantes que ce qui est dit au public et aux médias pour la consommation publique. Et parallèlement à ces déclarations, Vladimir Poutine a annoncé, vous le savez, là il y a des rapprochements très importants entre la Biélorussie et la Russie, puisque maintenant les citoyens biélorusses vont aussi pouvoir voter dans les élections en Russie, etc. Enfin bon, on voit qu'il y a une espèce de volonté de coopération jusqu'à la fusion entre les deux États, et dans le cadre de tout ça, on va avoir le déploiement prochainement de missiles hypersoniques sur le sol biélorusse. Alors, pas ceux qui sont à l'armée russe et qui sont déjà déployés en Biélorussie, on le sait notamment avec les Kinjal, mais on va avoir d'autres types de missiles qui seront peut-être servis par des troupes biélorusses elles-mêmes sur le territoire de la Biélorussie, ou en tout cas dans un premier temps par des soldats russes et peut-être à terme par des soldats biélorusses. Il faudra voir dans le détail ce que ces déclarations recouvrent comme réalité. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, sera en Russie en milieu de semaine pour y rencontrer, dit la Maison-Blanche, Vladimir Poutine. Le président américain a posé au président russe un ultimatum pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ultimatum qui expire théoriquement ce vendredi prochain. Parallèlement, Donald Trump a aussi fait déployer 2 sous-marins nucléaires près de la Russie, après des propos jugés agressifs à l'égard des États-Unis de la part de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le taux de progression en kilomètres carrés par jour des Russes. Et on avait vu une inflexion au mois de juin, comme on avait vu d'ailleurs cette inflexion en juin de l'année passée aussi, qui est probablement liée à des conditions météorologiques, mais on a une reprise maintenant, et l'avance par jour est pratiquement au niveau, et est en passe d'ailleurs de dépasser, elle est un peu plus élevée en réalité que ce qu'il y avait eu déjà en novembre 2024. Et on est déjà en juin, donc on est clairement, vous voyez, en juin de l'année passée, en juillet de l'année passée, excusez-moi, on avait un taux d'avance qui était de 5 km² par jour. Aujourd'hui, on a multiplié par 4 ce taux d'avance, qui est assez considérable. Et puis, les Russes ont avancé. Si on regarde le taux d'avance mensuel pris à la fin juillet de cette année, on s'aperçoit que l'avance russe n'a jamais été aussi importante, puisqu'on atteint à peu près 630 km² repris
ou pris par les Russes sur le terrain. Et donc, tout ça montre une situation de l'armée ukrainienne qui est assez défavorable, il faut le dire, et qui a des répercussions sur la vie aux États-Unis, en Ukraine, avec un effet quand même important, et je veux peut-être montrer également ce chiffre-là, qui est, je vais réduire ici mon image, voilà, c'est l'échange des militaires tués au combat, les échanges qui se font périodiquement entre Russes et Ukrainiens. Et on voit que entre 2022 et 2024, on avait les Russes échangeaient un cadavre et demi ukrainien contre un cadavre russe. Ce niveau est passé aujourd'hui, en 2025, à 77, presque 80 corps ukrainiens pour un corps russe. Donc, alors, certains l'ont pris comme du rapport de tués. C'est probablement vrai dans une certaine mesure, mais ça s'explique aussi par le fait, comme j'ai montré tout à l'heure, que les Russes avancent et donc que les cadavres, ils peuvent récupérer des cadavres sur le terrain, alors que les Ukrainiens ne peuvent pas récupérer des cadavres sur le terrain puisqu'ils reculent. Pokrovsk-Mirnograd, alors vous ne voyez pas Pokrovsk ou Mirnograd sur la carte, hein, parce que c'est légèrement au sud de la carte, pas loin de là où il y a le cartouche avec les explications, les légendes de la carte, hein, si on devait symboliser, c'est juste en dessous, en bas, comme on dit quand on veut pas employer les bons termes géographiques. Mais là, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est ce qui se passe au nord de Mirnograd et de Pokrovsk, où se joue la bataille de l'encerclement de l'agglomération de Pokrovsk-Mirnograd, parce que vous le voyez, donc le village clé, c'est le village de Rodinskoye qui est encadré en rouge. Alors il y a un autre village clé qui peut jouer aussi un rôle essentiel s'il tombe, c'est le village qui est un peu plus au nord de Belitskoye qui est encadré en orange. Ces deux agglomérations, enfin ces deux villages, ces deux bourgs sont situés le long de la route, donc des deux routes d'approvisionnement qui mènent à Pokrovsk-Mirnograd, hein, qu'on a souligné en vert fluo. Et donc vous voyez que les combats se rapprochent dangereusement pour les Ukrainiens de ces deux villages. Et ça veut dire déjà, dès aujourd'hui, que tous les moyens d'appui-feu russes, alors je ne parle pas de l'artillerie lourde, mais disons que là, les équipes de drones russes peuvent envoyer sans aucune difficulté leurs drones attaquer toutes les colonnes qui parcourent cette route. Oui, en fait, c'est des villes qui sont fortifiées, mais qui ont hérité également des infrastructures de défense civile qui dataient de l'ère soviétique, en fait, avec toutes ces infrastructures civiles et industrielles qui étaient aménagées dans un but également de résilience et de défense civile. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la bataille de Mariupol dans le complexe sidérurgique. Et comme si ça ne suffisait pas à la fragilisation de la défense ukrainienne de l'agglomération Pokrovsk-Mirnograd, vous avez aussi des combats qui se poursuivent vers le nord, hein, c'est ce qu'on a encadré en jaune tout en haut de la carte, où là les Russes continuent d'attaquer, et on voit que là ils ont décidé de les attaquer par l'ouest, le village de Sakovo et le village de Novoye Sakovo, parce que sur la face orientale de ces deux villages se trouve la dernière ligne de résistance ukrainienne dans cette zone. Mais je pense qu'il faut avoir une vision un petit peu de long terme sur ce conflit, car in fine, les Russes revendiquent les 4 oblasts, et en particulier l'oblast de Kherson, et il est inévitable que les Russes soit conduisent une surprise stratégique sur la zone de Zaporijjia, soit conduisent une ultime poussée sur cette zone-là de manière à reconquérir l'intégralité de l'oblast de Kherson. Alors, Sylvain Ferreira, à juste titre, hein, oppose à cette option-là que la ligne de défense ukrainienne est comparable à la ligne de défense russe lors de l'offensive ukrainienne de l'été 2023. Seulement, il y a une différence majeure entre les deux armées, c'est que l'armée russe a la suprématie des airs que n'avait pas l'armée ukrainienne lorsqu'ils ont attaqué les défenses russes à l'été 2023 sur la zone de Zaporijjia. Or, cette différence de maîtrise de l'espace aérien, avec cette capacité à frapper, notamment avec les bombes planantes guidées, et puis également toute la panoplie de missiles
que les Russes ont, et notamment les dernières versions des missiles Shahed, qui pourraient très bien avoir une utilisation tactique, notamment avec les têtes thermobariques. Il est probable que si les Russes y mettent les moyens, les fortifications en race campagne ukrainiennes ne tiennent pas. Donc les combats se concentrent près de Moskovka et au nord de Kupiansk, dans les quartiers au nord de la ville, dans lesquels là les forces russes régulières ont vraiment pris pied et où les combats d'intensité habituelle se déroulent. Et puis vous avez eu donc dans la poche créée par l'armée ukrainienne, donc à l'est de l'Oskol, là vous avez les Russes qui continuent d'avancer, donc notamment à l'ouest de Stepovaya Novoselka. Face à l'ultimatum posé par le président des États-Unis, Vladimir Poutine campe sur ses positions. Nos conditions restent inchangées. D'ailleurs, ce ne sont pas des conditions, ce sont des objectifs, ceux de la Russie. Jusqu'à présent, on nous disait que les souhaits de la Russie n'étaient pas clairs. Nous les avons formulés en juin dernier lors d'une réunion avec le ministère des Affaires étrangères. Ces conditions sont les suivantes. D'abord, Moscou exige que l'Ukraine lui cède 4 de ses régions sur cette carte en rouge, à savoir Lugansk, Donetsk, Zaporijjia, mais aussi Kherson. En plus de ces annexions, le Kremlin souhaite que Kiev renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine et donc des négociations dans l'impasse 7 jours seulement avant l'expiration de l'ultimatum du président américain. Donald Trump devient de plus en plus réaliste. Il a compris que Poutine voulait continuer sa guerre et que maintenant, avec des centaines de drones et des dizaines de missiles, en effet, il bombardait des objectifs civils, notamment des villes, bien sûr, et la capitale, Kiev, que par conséquent, il voulait faire céder l'Ukraine. Donc, au global, dans ce secteur, les Russes annoncent que les Ukrainiens auraient perdu, donc perte tués, blessés, prisonniers, disparus, 220 hommes, un char, un véhicule blindé un véhicule blindé, transport blindé Senator, un Humvee, 7 véhicules à moteur, 2 pièces d'artillerie, 5 dépôts de munitions et 4 stations de guerre électronique. L'armée russe affirme avoir pris le contrôle de la ville de Chaziviar après près de 16 mois de combat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté cette affirmation, la qualifiant de désinformation, et a déclaré que les unités ukrainiennes continuaient de défendre leur position. Jeudi matin, la Russie a également lancé plus de 300 drones et 8 missiles sur la capitale ukrainienne, Kiev, tuant 31 personnes. Malgré la poursuite des attaques, les deux présidents se disent ouverts à des pourparlers de paix. L'Ukraine est prête à agir aussi rapidement que possible pour le bien de la paix. Nous comprenons tous clairement les mesures qui doivent être prises. Quant aux déceptions éventuelles, elles sont toutes dues à des attentes excessives. C'est un fait bien connu. Il est nécessaire de mener des discussions approfondies pour parvenir à un règlement pacifique, et cela doit se faire calmement pendant le processus de négociation et non en public. La déclaration du président russe Vladimir Poutine sur les attentes irréalistes en matière de paix est intervenue après que le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum de 10 jours pour mettre fin au combat. Alors que les combats se poursuivent, la Russie et l'Ukraine intensifient leur approvisionnement en armes. M. Poutine affirme que le premier lot de missiles hypersoniques Hazel a été livré aux forces armées. L'Allemagne a annoncé qu'elle transférerait 2 systèmes de missiles Patriot supplémentaires à l'Ukraine dans les mois à venir. M. Trump a également ordonné le positionnement de 2 sous-marins nucléaires près de la Russie. Maintenant, on va aller dans un autre secteur qui s'est réactivé, dont on n'avait pas parlé depuis presque 3 semaines, c'est le secteur de Seversk, où vous avez donc toujours des attaques de part et d'autre de la ville et de ses défenses. Donc à la fois au nord du côté de Serebrianka qui est encadré donc en orange, mais aussi donc au sud du côté de Peresdonier où vous avez c'est encadré en vert, des attaques russes sans arrêt dans cette zone qui à mon avis servent au nord comme au sud d'attaque, comme je l'ai toujours dit, de fixation des défenseurs ukrainiens, parce que dans ces zones-là, c'est la zone où se termine au nord comme au sud le grand réseau défensif qui se situe à l'est de Seversk.
et donc il faut absolument pas que les Russes puissent le déborder, parce que là ils pourraient passer derrière les lignes défensives et se rabattre ensuite vers Seversk, soit depuis le nord, soit depuis le sud, et vous avez du coup des combats qui se poursuivent presque en frontal avec cette ligne défensive ukrainienne. Donc dans la zone encadrée en rouge, les Russes sont arrivés dans les faubourgs de Seversk. C'est-à-dire qu'à bas bruit, comme ça, à force d'avancer, peu à peu, eh bien, ils sont maintenant dans les faubourgs orientaux de Seversk. Et les combats se déroulent donc là-bas depuis samedi. Donc à voir si justement les attaques sur les flancs ne fixent pas suffisamment, enfin trop de monde. Il y a un partage des rôles évident. Pour de multiples raisons, et psychologiques d'ailleurs, et aussi de partage des rôles. Medvedev, lui, parle durement, voire fait des moulinets, et en revanche, Poutine cultive son attitude de négociateur sérieux, de quelqu'un qui écoute ce que dit Trump. Peskov a dit à un moment, nous prenons note. Donc ça, c'est le gars sérieux, et à côté, il y a le méchant flic. Ça ressemble bad cop, good cop, oui, c'est ça. Exactement. Cela dit, Poutine a toujours dit qu'il était prêt à négocier. Il ne veut pas négocier personnellement avec Zelensky. Il a toujours dit que quand tout sera bouclé, à ce moment-là, on se rend compte. Mais il faut négocier d'abord. Donc, il s'est jamais opposé à une négociation. D'ailleurs, à un moment, c'était lui-même qui l'avait proposé. Zelensky avait riposté en disant oui, mais toi et moi. Et il avait évidemment refusé. Donc, lui, il est toujours d'accord pour négocier, puisque de toute façon, il veut arriver à une paix durable, c'est-à-dire une paix selon ses conditions, en fait. Hein. Ouais. Donc, mais ça veut rien dire une paix durable. C'est quand il aura les 4 oblasts de l'Est. Ça veut dire une chose, c'est qu'il ne veut pas de cessez-le-feu. Une paix durable, ça veut dire qu'il ne veut pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, pour lui, c'est la pire des solutions. Il a l'avantage sur le terrain. Ils ont pris, paraît-il, disent-ils, Chassivia, et ils veulent visiblement prendre Pokrovsk, qui est l'espèce de hub régional dans Donetsk, et sans lequel les Ukrainiens sont obligés de reculer de façon notable. Donc, le cessez-le-feu, quand on a l'avantage, il n'en veut pas. En revanche, une paix durable, ça veut dire une paix qui lui donne des garanties pour longtemps sur les acquis qu'il a obtenus par la guerre. L'Inde a notamment pris comme mesure de rétorsion le fait d'abandonner l'idée d'acquérir des F-35. Voilà, donc tout le monde est capable de résister, de manière plus ou moins importante, bien évidemment, mais quand on est l'Inde, le Brésil ou la Chine, c'était évident que Donald Trump n'arriverait pas à intimider de telles nations, de tels États par rapport à leur acquisition de pétrole russe. Mais moi, je voudrais revenir un instant sur la séquence que nous vivons. Je pense que le président Poutine ne va pas répondre. Il va laisser passer les 6 jours. Il va laisser passer parce qu'il ne veut pas rentrer dans une escalade. Il pense que tout ça n'a pas... je pense qu'il voit ça comme un signe de faiblesse en face. C'est quand même très intéressant de voir la différence de logiciel côté russe dans la patience stratégique. Je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est tellement typique quand le président Trump avait fait des déclarations il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, le porte-parole du Kremlin, Peskov, très proche du président Poutine, avait dit « j'attribue ça à une surcharge émotionnelle ». Vous voyez le mépris, c'est très intéressant. Et là, avec Loukachenko, 2 jours avant, le président Poutine a dit « toutes les déceptions sont liées à des attentes excessives ». Voilà. Ça résume vraiment la position russe, une espèce de sang-froid glacial, de détermination considérant à tort ou à raison que le temps est de son côté et pensant qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est absolument imprévisible, ce que les Russes détestent. Mais en même temps, il joue beaucoup aussi. Et il y a tout un jeu que nous ne voyons pas. Moi, je me demande toujours, quand je suis amené à réfléchir sur ce qui se passe, si véritablement il y a eu des négociations déjà ou pas. Je crois qu'il n'y en a pas eu. Et je crois que dans une certaine mesure, il n'y a jamais eu vraiment de négociation. Et je crois que dans une certaine mesure, le script est écrit d'avance. Vous voyez,
sous forme de peut-être retrait. Quelle est l'issue, le retrait américain. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont totalement lâcher l'Ukraine. Hein. Ça, c'est à voir. Mais il y a eu tellement d'allers-retours, et en particulier, et ça m'a fait beaucoup de mal, moi, diplomate, ayant travaillé sur cette crise depuis très longtemps, de voir que les Américains ont voté avec les Russes aux Nations Unies le 24 février dernier. Vous voyez, d'un texte dans lequel on ne parle même pas d'agresseurs et d'agressés. Alors tout d'abord, la guerre n'est pas terminée. La guerre n'est pas terminée et quoi que l'on en dise, malgré les grandes difficultés de l'armée ukrainienne et de la société et de l'État ukrainien, et même s'il y a des fissures au plan politique, au plan sociétal, et puis même au plan militaire, l'Ukraine tient. Hein, l'Ukraine tient, malgré également l'affaiblissement du soutien occidental, puisqu'il y a beaucoup de déclarations, mais dans les faits, maintenant, au plan matériel, le soutien occidental devient de plus en plus difficile, tout simplement parce qu'il n'y a plus de stock et que l'outil industriel occidental n'était pas préparé à cette guerre de haute intensité et de longue durée. Enfin, Witkoff, je ne crois pas qu'ils aient fixé une date pour l'instant, mais c'est confirmé qu'il y va. Il y va, d'accord. Mais il n'y est pas allé depuis 3 mois. Donc ça va être, oui, il se pourrait qu'il y ait un regain d'activité dans la sphère diplomatique ici. Mais ça m'étonnerait pas, parce que c'est un peu comme ça que Trump s'exprime. C'est soit des insultes et des menaces, soit de la flatterie. Donc, c'est un homme formidable. Il nous arnaque, voilà les sanctions. J'aimerais qu'il trouve ce juste milieu. Mais d'une certaine façon, je pense que ça fait partie de sa façon de négocier. Mais une partie qui semble optimiste, face à la rhétorique plus belliqueuse envers la Russie, vient évidemment des Européens. Leur objectif, semble-t-il, est d'attirer Trump davantage dans la guerre en Europe. Samedi soir, à Vinnitsa, alors là, à Vinnitsa, c'était je vais pas dire des manifestations, mais des gens se sont rassemblés près du stade dans lequel le TCC avait enfermé des recrues forcées, et donc des centaines de personnes ont tenté de venir les libérer, donc vraisemblablement leurs proches. Et puis on a vu ce week-end plein d'autres vidéos où là c'était des individus tout seuls qui étaient protégés par leur famille de l'enlèvement, par le kidnapping, comme vous voulez, par les gars du TCC qui voulaient les emmener de force au front. Donc la situation devient de plus en plus compliquée pour recruter du monde, et c'est certainement pas la volonté, à travers la loi qui a été votée la semaine dernière, de passer l'âge de la conscription à 60 ans, qui va améliorer les choses.
qui est désormais reconnu par beaucoup, qu'une menace existentielle pèse sur Israël, et son existence, mais que cette menace ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle vient de l'intérieur, parce que les gens qui la gouvernent depuis maintenant 3 ans sont des fous furieux, eh bien, elle est en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà. Et c'est pour ça on l'a dit ici, hein, la diaspora est en ébullition pour dire, mais arrêtez ces fous, parce que sinon, demain, il n'y aura plus d'État d'Israël. Et c'est malheureusement la voie qui est en train d'être prise. L'État d'Israël, maintenant, moi je n'étais pas sur cette ligne-là il y a 2 ans, en 2023, parce que j'attendais de voir comment Netanyahou allait gérer les affaires à Gaza. Maintenant, c'est évident, l'existence même d'Israël est remise en cause par la politique qui a été menée par Netanyahou. Trois grandes zones au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza, donc Gaza City au nord encadré en rouge, autour du corridor de Netzarim au centre en orange, et puis la zone de Rafah et de Khan Younis au sud ont été ciblés par des tirs, donc des bombardements aériens israéliens. Le total des morts pour la seule journée d'hier, vous le voyez, de 119 civils tués et 866 blessés. Hein, donc voilà, les frappes aériennes se poursuivent avec toujours ce niveau de perte parmi la population civile qui est absolument intolérable. Mais ça n'empêche pas les Américains de continuer à livrer les moyens nécessaires à l'armée israélienne pour mener ce genre de bombardement. On l'avait dit après la guerre des 12 jours, on avait vu une nouvelle phase du pont aérien de réapprovisionnement des États-Unis vers Israël, et en fonction du type de munitions qui avait été repéré par les spécialistes, on avait pu comprendre que c'était pas pour refrapper Téhéran ou l'ensemble du territoire iranien, mais que c'était pour remettre une couche aussi bien donc à Gaza que contre les positions du Hezbollah au sud Liban, ou bien sûr ce qu'on a constaté il y a 3 semaines en Syrie, dans la zone où habitent les Druzes. People in Gaza today are being killed trying to reach food. The attempt to survive is being met with a death sentence. There's no safe way to eat. Since the total blockade was partially lifted just over a month ago, people have been killed almost daily while trying to get food. I've been told over 400 have been killed. And I've met some of those injured in the past days in the beds and corridors of the Nasser hospital that is overflowing. It shouldn't be this way. There shouldn't be a death toll associated with accessing the essentials needed for life. Last month, the United Nations Relief Chief called on the Security Council to act decisively to prevent genocide in Gaza. Today, from Gaza, I can say without a doubt that not enough is being done. Palestinian life and that which sustains it continues to be systematically dismantled before the world's eyes. Israeli authorities are preventing us from distributing through the systems that we've established and that we know work. We have a plan. We're ready with a plan. We could reach every family in Gaza, as we have in the past, but we're prevented from doing so at every turn. As military operations continue from the air and from the ground, there remains an abhorrent disregard for humanitarian law. People's lives and dignity are every day under attack. Everything that I've described is entirely preventable. These are conditions created to kill. What we are seeing is carnage. It is weaponized hunger. It is forced displacement.
and it's a death sentence for people just trying to survive. All of this combined, it appears to be the erasure. On a eu notamment ce témoignage d'un contracteur américain, Anthony Aguilar, qui appartient donc à la fameuse organisation Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, qui est accusée par notamment l'ONU et les ONG d'organiser à tort et à travers la distribution de l'aide alimentaire, ce qui provoque à chaque fois des situations où l'armée israélienne se sentirait en danger et donc de tirer de manière complètement folle sur la foule. Et là, lui, il nous explique à travers un témoignage qui est très poignant, hein, qui a été fait avec Tucker Carlson, que je vous invite à regarder sur la chaîne X de Tucker Carlson, où il explique comment il a vu les soldats israéliens abattre délibérément des civils qui venaient de quitter la zone dans laquelle ils avaient récupéré tant bien que mal, hein, face à des difficultés catastrophiques, le peu d'aide alimentaire disponible, puisque d'après tout ce que nous expliquent les experts de l'ONU, l'aide qui est acheminée dans la bande de Gaza et qui est ensuite distribuée en réalité aux populations civiles est largement inférieure à ce qui est nécessaire pour éviter la famine et pour arrêter la famine qui est déjà en cours. Ça va à peine limiter son extension, hein, si on croit les plus optimistes d'entre eux, et pour les autres, ça va rien changer de fondamental, d'autant que, comme l'expliquait ce contracteur américain, on voit bien que le problème, c'est qu'on leur distribue de la nourriture, mais c'est de la nourriture qu'il faut cuire avec de l'eau, et on leur distribue quasiment pas d'eau. Et le réapprovisionnement, enfin la réouverture de tout ce qui concerne l'eau potable à Gaza est toujours sous le contrôle des Israéliens, qui font un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est-à-dire que vous leur donnez des lentilles ou ce genre de choses, il faut à tout prix qu'ils puissent la cuire pour pouvoir la manger. Les dernières sanctions américaines imposées contre l'Iran sont considérées à Téhéran comme un coup direct porté à la diplomatie. Washington affirme que ces mesures visent un réseau maritime lié aux exportations pétrolières iraniennes et russes. Cependant, ceux critiquant cette décision disent qu'elle reflète l'unilatéralisme persistant de Washington, qui sape les normes multilatérales et la confiance à un moment diplomatique délicat. La République islamique d'Iran l'a clairement indiqué dès le début. Elle ne négocie qu'avec les partis qui font preuve d'une bonne volonté sincère et selon l'Iran, cette bonne volonté n'a pas été démontrée. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné cette décision, la qualifiant d'hostile et de contre-productive. Le porte-parole Esmaël Baghaei a déclaré que les sanctions violaient le droit international et visaient à provoquer l'instabilité et à entraver le développement national. Ces pressions renforcent la conviction de l'Iran que les négociations ne constituent pas la solution définitive. Au contraire, le pays doit renforcer ses capacités défensives, ce qui obligera les Européens et les Américains à reconsidérer toute décision concernant l'Iran. Les nouvelles sanctions interviennent quelques semaines seulement après les pourparlers indirects sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran qui ont eu lieu à Oman et les discussions séparées avec les puissances européennes en Turquie. Mais les tensions restant vives après les récentes confrontations militaires, Téhéran ne voit guère d'intérêt à renouer le dialogue. Les responsables iraniens affirment que l'approche de Washington repose davantage sur la coercition que sur le compromis, ce qui jette le doute sur la sincérité de toute négociation future entre les deux parties. Bien sûr, les sanctions, en particulier les sanctions secondaires, ont eu un impact significatif à certaines périodes et ont eu des conséquences négatives. Mais au fil du temps, l'Iran a appris à contourner bon nombre de ces restrictions. Les mesures radicales pourraient retarder tout retour potentiel à la table des négociations. Les analyses préviennent que des pressions sans progrès pourraient renforcer les partisans de la ligne dure et rendre toute diplomatie significative encore plus inaccessible. Avec ces nouvelles sanctions, la défiance persistante et l'absence de feuille de route claire, la diplomatie sur le nucléaire reste fragile. Téhéran insiste sur le fait qu'il ne cédera pas à la coercition, laissant l'avenir des négociations avec les États-Unis dans l'incertitude. Alors, parallèlement à ça, on a eu des images donc des otages ou des prisonniers israéliens. Je vous rappelle, on fait la distinction. Les otages, c'est les civils
qui ont été emmenés le 7 octobre, les prisonniers, c'est ceux qui défendaient les kibbutzim ou qui étaient restés en soldats perdus, en enfants perdus sur la frontière, mais qui étaient en armes et qui qui faisaient partie soit des soldats israéliens qui font leur service militaire, soit des engagés, et qui eux sont des prisonniers de guerre en termes de droit international. Donc on a vu des images qui bien évidemment bouleversent aussi le cœur. Hein. Si on est un être humain, on peut pas mettre de différence entre telle ou telle personne. Alors un soldat c'est particulier, mais les otages civils, quand on voit l'état dans lequel ils sont par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté, de la façon dont les Israéliens traitent les Palestiniens, c'est ce que je n'ai pas cessé de dire. Cette petite région de Palestine-Israël a sombré dans l'inhumanité. Hein, tout le monde a perdu les repères, et tout ça, c'est l'œuvre de Benjamin Netanyahou qui a voulu créer un golem avec le Hamas pour pouvoir justifier sa politique, continuer d'éviter la solution de ce qui avait été mis en place avec les accords d'Oslo, et de se garantir d'avoir toujours face à lui plus méchant, hein, pour justifier d'être encore plus méchant ensuite à son tour, sans qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, alors, j'imagine que les familles des otages, dont on n'a pas non plus cessé de vous parler ici, qui sont vent debout contre Netanyahou depuis qu'elles ont compris que leurs proches, qui étaient donc retenus par le Hamas ou d'autres mouvements de résistance palestiniens, eh bien, étaient instrumentalisés par Netanyahou pour poursuivre sa guerre. J'imagine que ces gens-là sont au bout de leur désespoir. Je rappelle que ces familles-là, quand elles ont compris ce que jouait Netanyahou avec leurs proches, ont pris des position, mais d'une violence inouïe contre le gouvernement israélien, publiquement, et notamment dans des lieux aussi emblématiques que la Knesset lors de commissions d'enquête. Et l'Europe, au-delà de sa vassalisation, entre guillemets, par rapport aux États-Unis, on voit que ce ne sont pas des joueurs d'échecs, parce que aujourd'hui, l'Europe est seule face aux Américains, seule face à la Russie, parce que les Américains ne veulent pas s'engager dans un conflit, on en reparlera, qui va plus loin que ce qu'ils veulent. Et puis, elle est seule face à la Chine, parce qu'elle a considéré que la Chine était un ennemi. Donc, elle n'a aucun, dans cette relation, ce ménage à quatre, pourrait-on dire, États-Unis, Europe, Russie, Chine, pour prendre les plus grands, il y en aurait d'autres sans doute, mais prendre les plus grands. Dans ce ménage à quatre, l'Europe n'a aucun allié. Elle s'est mise dans une situation où elle est en opposition avec tous les autres. Alors que Chinois et Russes, par exemple, sont adossés l'un à l'autre et peuvent jouer l'un et l'autre avec leurs avantages respectifs pour résister aux Américains. Et dans cet article que vous allez pouvoir découvrir ce dimanche, si vous êtes abonné à l'Antipresse, et si vous ne l'êtes pas, couvrez, parce que c'est un article qui sort un peu de l'ordinaire, peut-être même beaucoup, par rapport à ce que je fais dans le bruit du temps, là, ma rubrique du bruit du temps. Eh bien, dans cette rubrique, dans cet article, je raconte une histoire chinoise, orientale, que j'ai inventée pour l'occasion d'ailleurs. Ils se sont appropriés les prérogatives des vrais sujets diplomatiques, des États nationaux. Ils se recrutent entre eux par cooptation. Le Parlement européen, qui est censé les encadrer, n'a qu'un pouvoir consultatif. Ils peuvent ignorer ces décrets s'ils le désirent. Ils se donnent des fonctions, comme ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui n'existent pas. Ils s'emploient à juguler les libertés fondamentales des Européens, qui jadis inventèrent les droits de l'homme et la liberté de pensée et d'expression. Mais ils ne sont rien d'autre que des usurpateurs. L'Empire du Milieu leur a enfin fait savoir qu'il voit clair dans son jeu, parce que je raconte dans cet article un épisode extrêmement révélateur sur les tribulations d'une bande d'eurocrates en Chine. Cela ressemble à une histoire de fantôme orientale. Les sentinelles des confins du royaume avaient annoncé une délégation d'ambassadeurs venus du royaume voisin. Le temps que la caravane arrive à la capitale, on s'aperçut qu'il n'y avait pas de cavaliers sur les chevaux, que les fanions flottaient sans personne pour les tenir,
et que les chaises vides s'avançaient sans porteur. C'était une caravane de spectres, etc., etc. L'article s'intitule « Les masques de Fantomas ». Vous le découvrirez donc dimanche. Mais j'avais écrit cet article lorsque j'ai appris que, eh bien, mon pays, la Suisse, le pays où j'habite et dont j'ai été le soldat, vient de se voir offrir, proposer ou imposer, en guise, disons, de félicitations pour la fête nationale, par Washington, par M. Trump, un tarif préférentiel pour ses exportations vers les États-Unis. Préférentiel dans ce sens où la Suisse va avoir un tarif de 39%. Je n'ai pas été dans le détail de tous les pays du monde, j'en ai vu qu'un, en survolant superficiellement la chose, qui avait des tarifs plus élevés, c'était la Syrie. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas dans le monde occidental, la Suisse, elle est championne. Alors pourquoi M. Trump punit-il la Suisse à ce point? Est-ce qu'il la déteste? Est-ce qu'il craint une concurrence commerciale de la Suisse dans certains secteurs bien précis? On peut se poser les questions très longtemps, mais la réponse est probablement celle qu'a faite Gordon Gekko, vous savez, le type, le raider de Wall Street. Lorsque son apprenti, ulcéré par une trahison qu'il avait accomplie, lui dit « Mais enfin, pourquoi as-tu démantelé cette boîte qu'il avait rachetée ?» Et la réponse est « Parce qu'elle était démantelable. » Le principal facteur de la désindustrialisation de l'Allemagne, qui s'est produite au cours des 3 dernières années, au moins, a été la destruction des gazoducs Nord Stream, lorsque l'Europe a renoncé à acheter davantage de gaz russe par pipeline et de pétrole bon marché. Cela a été un facteur décisif rendant l'économie allemande non compétitive. Cela a également été un facteur déterminant dans la fermeture complète de secteurs entiers de l'industrie. Ceux qui étaient fortement dépendants de l'énergie bon marché, comme la fabrication du verre par exemple, et bien sûr les engrais. Ces secteurs ont été durement touchés, et l'impact sur les engrais, bien entendu, a été répercuté sur les consommateurs par une hausse des prix de tous les produits frais, qui sont produits avec moins d'efficacité et des rendements plus faibles lorsque les engrais sont utilisés plus parcimonieusement parce qu'ils sont désormais coûteux.